Aujourd'hui, l'équipe du Sarava débarque à Tadoussac. Au menu, le Saint-Laurent garde-manger des baleines de l'Atlantique Nord et l'industrie d'observation des baleines vue de l'intérieur. Ici Yves Jean, biologiste et capitaine du Sarava, qui vous souhaite bienvenue à bord. Nous sommes partis de Rimouski à 6 heures ce matin. 51 000 nautiques à parcourir pour se rendre à Tadoussac, situé à l'embouchure du Saguenay. Vent contre marée, la vague se lève. On a hâte de changer d'allure, car c'est plutôt inconfortable, comme vous pouvez le voir au large de l'Anse à l'Orignal. Nous changeons d'allure. Nous entreprenons la traversée du Saint-Laurent du sud au nord. L'équipage travaille fort, s'agite et j'espère un peu de stabilité avant notre arrivée à Tadoussac. Bonjour Yves, comment ça va? Ça va très bien, Patrice. Nous approchons de Tadoussac et j'ai bien hâte de vous rencontrer. Vous êtes un résident de très longue date, de la région. Quels sont les grands enjeux que l'on retrouve en ce moment à Tadoussac et dans la région? Tadoussac a toujours été un lieu de villégiature avec les bateaux blancs dans le début du siècle. Il y avait des bateaux, des gens qui partaient de New York, de Montréal et d'ailleurs pour venir ici passer des vacances. Puis aujourd'hui, les gens viennent pour une escapade d'une journée ou d'une semaine ou de 2 semaines ou même, comme moi, s'y établissent pour la vie parce que c'est un milieu fantastique. Il y a toute une industrie liée à l'observation des baleines ici. Quelle est l'importance de cette industrie-là? C'est une industrie très importante. Économiquement, on parle de retombées de plus de 60 millions de dollars pour l'industrie des baleines. Et puis, il faut que ça se fasse bien. Il faut même que nous devenions un leader mondial pour l'observation des baleines. Ici, à tous les jours, durant la haute saison, on parle de 2000 nouveaux arrivants, 2000 nouvelles personnes qui arrivent dans le secteur. Alors, c'est tout un enjeu au niveau de un enjeu municipal pour la gestion des déchets, la gestion de l'approvisionnement en eau, etc. Alors, c'est vraiment un boom durant la période estivale, mais on s'en tire bien, vu qu'on est une population d'environ 800 personnes, mais les gens discutent ensemble et trouvent des solutions. Il y a, si vous entendez le vent autour, on a des bonnes puffs de vent, le bateau se promène beaucoup, j'ai un bon équipage, mais en termes de recherche, il y a quand même beaucoup d'organisations, beaucoup de gens qui travaillent non seulement sur les baleines, mais sur toute la chaîne alimentaire. On est dans un parc marin, alors qu'est-ce qu'on y fait exactement? Les gens travaillent en équipe. Soit le parc marin a des instruments qui sont pratiques et utiles, qui permettent de connaître les proies, par exemple. Le GREM a d'autres ressources, Pêche Océan Canada a d'autres ressources. Alors, on travaille beaucoup ensemble parce que ces baleines-là, on les connaît très, très peu. Et c'est des animaux qui sont fascinants, mais qui sont très difficiles à connaître parce que 20 de leur temps, ils viennent à la surface respirer. Le reste du temps, ça se passe sous l'eau. Et tout ça dans un esprit de développement durable pour mieux faire. On veut vraiment devenir un leader, un modèle pour
tous les autres sur la planète qui observent les baleines. Tadoussac, la baie de Tadoussac fait partie du club des plus belles baies du monde. Donc, il y a d'excellentes raisons, effectivement. Le tourisme y est important, on l'a dit plus tôt. Est-ce que... Et une autre problématique au niveau du Saint-Laurent, c'est l'érosion des berges. Est-ce que la région de Tadoussac... constitue un endroit où on a ce problème d'érosion des berges de façon significative? Oui, l'érosion des berges, c'est partout le long du Saint-Laurent. Puis ici, nous sommes situés, localisés à l'embouchure de la rivière Saguenay et du Saint-Laurent. Et il y a le dernier glacier, il y a 10 000 ans, nous a laissé les fameuses dunes de sable, nous a laissé des reliefs assez escarpés le long du Saint-Laurent. Et c'est un phénomène naturel qui liait de l'érosion. Ce phénomène-là est peut-être accéléré davantage avec les changements climatiques. On va le voir à long terme. Mais depuis quelques années, la municipalité ici a réagi et a cartographié l'érosion des berges et a mis en place une réflexion. Il faut d'abord, avant d'agir en action, il faut bien réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire avec ça, quelles solutions allons-nous mettre de l'avant, tout en respectant, étant donné qu'on est dans le club des plus belles baies, on veut éviter de l'enrochement, par exemple. On veut aller vers des façons d'éviter l'érosion qui sont plus naturelles ou plus végétatives, dirais-je. Eh bien, Patrice Corbeil, à bord du Sarava, je vous salue, je vous remercie et j'ai bien hâte de vous rencontrer sur Terre. Et évidemment, vous inviter à bord du Sarava pour continuer notre discussion extrêmement intéressante. À bientôt. Je te remercie beaucoup. Fais attention aux baleines au passage. Il y a présentement beaucoup de baleines dans le secteur, orcale bleu, orcale à bosse, beluga. Alors, je te souhaite de belles observations et une belle croisière. On se voit bientôt. Salut Yves. À bientôt. Enfin, la toupie. Tous les navigateurs connaissent bien ce phare qui nous sert de repère pour entrer ou sortir du Saguenay. Et comme nous sommes au pays des baleines, Mario en profite pour en filmer une qui passe à portée de vue du Sarava. Marinette de Tadoussac, Marinette Tadoussac, ici le voilier Sarava, 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 à vous. Sarava, Sarava, Sarava. Ici la marina de Tadoussac, à vous. Alors, marina de Tadoussac, Sarava, nous sommes en approche de la marina, donc nous sommes dans une vingtaine de minutes. Ici, à Tadoussac, comme touriste, on fait des randonnées pédestres, on va aux dunes et surtout, on s'embarque comme l'équipage du Sarava pour aller faire de l'observation des plus grands mammifères vivants, les cétacés. Ouais, les deux en même temps. Plusieurs groupes de croisiéristes offrent des sorties en Zodiac ou sur de plus gros bateaux avec des guides naturalistes pour observer les 13 espèces de mammifères marins de passage d'avril à octobre. Une industrie importante localement et régionalement qui génère des milliers d'emplois et des millions en retombées économiques. En 1998, les gouvernements canadiens et québécois répondent à la volonté populaire de protéger et veiller à la conservation de cet écosystème particulier en créant le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. D'une superficie de 1245 km², le parc comprend une grande partie du fjord du Saguenay et la portion nord de l'estuaire du Saint-Laurent, de Charlevoix jusqu'aux Escoumins. En plus des mesures de protection mises en place par les autorités du parc, les croisiéristes et les groupes de scientifiques de la région se sont donné un autre outil de gestion, le réseau Alliance Éco-Baleine. Un mariage de raison et de cœur réussi.
Embarquement immédiat pour aller observer ces intrigants mammifères marins. Depuis 11 ans, Catherine Dubé est guide naturaliste à bord des bateaux du groupe Dufour. Rencontre avec une passionnée. Qu'est-ce que ça fait, une guide naturaliste, ici? Une guide naturaliste, je crois que ça communique sa passion aux gens qui viennent visiter le secteur. Le but, c'est d'interpréter, en fait, de faire une vulgarisation de l'information sur le Saint-Laurent, sur les baleines, même fer marin, les oiseaux, en fait, ce qui est vu pendant une croisière aux baleines. OK, la baleine bleue leur a fait son passe exactement au même endroit tout à l'heure. C'est vraiment très, très rare. Habituellement, elle se déplace et elle est revenue exactement au même endroit. So the big blue whale came back exactly at the same position. Mais en fait, on leur explique surtout l'importance du Saint-Laurent, l'importance de bien faire les choses, l'importance des écosystèmes qu'on a ici dans le secteur. Donc, on leur explique les différentes espèces, ce qu'elles font, pourquoi ils sont ici et quand ils repartent également. Combien de touristes embarquent sur un bateau comme celui-ci? Le Famille Dufour a une capacité de 500 quelques personnes. Donc, c'est beaucoup de gens à la fois. Ça veut dire combien de touristes par saison? Cet été, par exemple? C'est des centaines de milliers. On a des gens de l'Inde, du Pakistan, beaucoup d'Allemands, des touristes qui viennent de l'Italie, des Espagnols. Donc, oui, c'est assez international. Si on essaie de comparer à quel rang on rangerait la région de Tadoussac ici en termes... Pour moi, c'est au premier rang, tout à fait. J'ai fait quelques places dans le monde pour observer les baleines et je peux vous dire que la diversité qu'on a ici au nombre d'espèces et de la qualité des observations, Tadoussac, en fait, la Côte-Nord ici se place vraiment au premier rang, pour moi. On a plusieurs différentes espèces. C'est réputé dans le monde. Il y a certains endroits où on voit qu'une sorte d'espèce, comme on voit aux États-Unis, à Cape Cod, on voit beaucoup de baleines à bosse. En Argentine, on a beaucoup de baleines franches. Donc, il y a certaines zones où c'est juste une espèce. Ici, on en a eu 13. C'est vraiment génial. Donc, la diversité est super grande. Et on est tout près des côtes. On n'a pas à faire des heures et des heures de bateau. On est tout près des côtes. On va même être assis sur les rochers et en voir. Et revient coming back. On est gratté, elle est super tranquille. Là, voilà. Elle va plonger. Je vais déjà photo pictures. Maintenant. Et je vous présente Boomerang. Et puis, si on voulait parler de chiffres, est-ce qu'on est capable de mettre des estimations de ces différentes populations? Oui, en fait, les belugas, on parle d'environ 1000 à 1200 ici qui fréquentent le coin. Les petits rorquals, c'est des centaines. Rorqual commun, même chose. Baleine à bosse, dans tout le Saint-Laurent, le catalogue en compte 700, je crois. Par contre, ici à Tadoussac, on n'est pas aussi gâtés. On en a une bonne dizaine, par contre, cette année, qui sont venus faire leur tour. Baleine bleue, ça reste quand même assez inconnu dans le secteur de Tadoussac, parce que ce ne sont jamais les mêmes qui viennent faire leur tour. Vous avez travaillé en Patagonie. Qu'est-ce qu'on y fait comme guide-interprète de baleines là-bas? Je travaille dans la zone chilienne de la Patagonie, qui est au sud-sud de l'Amérique. Et je fais la même chose qu'ici. Je pars avec des groupes de touristes et je leur montre la richesse de là-bas. Donc, il y a beaucoup de baleines à bosse dans le coin, dans un parc marin qui s'appelle le parc marin Francisco Coloane. Mais Tadoussac reste quand même le meilleur endroit. Là, voilà. Est-ce que toutes les baleines des différentes espèces se retrouvent en même temps? Est-ce qu'on a des variations dans la saison? Oui, la saison quand même varie. On commence toujours la saison habituellement avec les belugas qui arrivent plus tôt, en avril. Ensuite, les petits rorquals, mai-juin. Les rorquals communs suivent. Pour les baleines à bosse, c'est surtout juillet à août. Mais depuis quelques années, on est gâtés. Ils viennent de plus en plus tôt et repartent de plus en plus tard. Et pour la baleine bleue, c'est toujours une surprise. On ne sait jamais quand elle va être là, quand elle vient, quand elle repart. Quel est l'avenir de l'industrie d'observation de la baleine à Tadoussac et dans les environs? Bien, si ça continue comme ça, je pense que ça devrait bien aller. Le but, c'est de le faire dans le respect de l'environnement. On veut bien faire les choses, on veut les observer, les baleines, on ne veut pas les déranger. Donc, de la façon qu'on est parti, je pense que c'est pour longtemps. Et j'ai envie que mes enfants voient ça. Rencontre avec Robert Pilonnière, PDG du groupe Dufour, des pionniers dans l'industrie d'observation des baleines. Le groupe Dufour a commencé dans le temps de la famille Dufour en 1983. En opérant la goélette Marie-Clarisse, qui est maintenant un musée qui est installé à Québec. Les croisières aux baleines ici, c'est spectaculaire, c'est unique au monde. Les gens vont en Norvège pour voir des fjords et des baleines, mais on les a ici à Tadoussac. En termes de tourisme, donc, ça peut représenter combien de touristes? Vous transportez combien de personnes? Entre les croisiéristes majeurs ici, quelques 100 000, 200 000 par saison. La clientèle vient ici
pour voir les baleines. Je pense que ça fait vivre toute la région de Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine, les villages avoisinants. On a entendu parler de l'Alliance Éco-Baleine, donc qui est l'industrie avec les différents groupes ici. Comment vous vous êtes intégré donc à cette alliance et pourquoi? L'Alliance Éco-Baleine a commencé en 2010. On est dans notre 3e été. Et puis, c'est une alliance, dans le fond, avec le parc marin, les croisiéristes, pour s'assurer que tout ce qui se passe sur l'eau est sécuritaire, qu'on se tient aux bonnes distances des baleines, des différentes sortes de baleines. Puis ça fonctionne. On se réunit plusieurs fois par saison et discute des différents problèmes qu'il peut avoir sur l'eau, mais ça fonctionne très bien. En terminant, comment voyez-vous le rôle des gens de l'industrie d'observation de la baleine? Je pense que c'est bien géré. Puis on est bien heureux de faire partie de toute l'industrie de la baleine. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie avec l'Éco-Alliance. Sur les dunes de Tadoussac, dont l'origine remonte à la période glaciaire, rencontre avec Jean Desaulniers sur l'importance du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Lorsque le parc a été légalement créé en 1998, on a eu 2 lois, une du Canada et une du Québec. De là, s'est créé un groupe de travail avec les gens de l'industrie pour venir justement discuter de la réglementation et la structurer. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est un règlement qui nous permet d'émettre des permis. Donc, on vient limiter le nombre de bateaux qui vont faire des excursions en mer. Et les gens, les navigateurs, soit des excursions ou les plaisanciers, lorsqu'ils naviguent, ils ont des limites de vitesse à respecter. Qu'est-ce que j'ai à respecter, moi, comme navigateur qui se promène dans ces zones-là? Bien, à l'intérieur du parc, vous devez respecter la limite de vitesse de maximum de 25 nœuds. Peu importe où vous êtes, peu importe du type de bateau que vous avez, vous respectez la vitesse de limite. Si vous arrivez près des mammifères marins, vous devez ralentir. Et vous devez ralentir à un point tel que vous devez arriver à 0 si vous voulez approcher jusqu'à 200 mètres de mammifères marins ou 400 mètres si c'est le beluga ou le rorqual bleu. Et ensuite, bon, bien, vous devez respecter les éléments en termes de pollution, de ne pas jeter vos vidanges, de ne pas rejeter des produits pétroliers. Vos eaux grises des bateaux doivent être vidées dans les endroits déterminés. Quel est le plan de développement de votre ministère pour les prochaines années? Bien, il y a 2 ans, on a un plan directeur qui a été nouvellement approuvé. Et le plan, c'est de continuer de rehausser le degré de protection, de s'assurer une bonne protection des écosystèmes, d'avoir des programmes éducatifs à la hauteur. Dans le décollage et dans le cachalot. Donc, on peut voir la différence par rapport à la taille, mais pas à la forme. De sensibiliser les gens, de favoriser ce type d'industrie-là, de maintenir la concertation entre les gouvernements, les utilisateurs, l'ensemble des ministères. On s'en vient avec la mise en place d'un plan de zonage. On a subdivisé le territoire au niveau de la fragilité des micro-écosystèmes qu'on peut y retrouver et on y associe un degré de protection différent. Prenez par exemple la baie Sainte-Marguerite, dans le fjord du Saguenay. On sait que c'est un endroit reconnu où les belugas vont y passer du temps. Et lorsque les bateaux vont dans le secteur, qui est relativement petit, cause un dérangement. Donc, à ce moment-là, le secteur a été identifié comme étant une zone 1. Une zone 1, c'est une zone où on n'y va pas. On n'entre pas en bateau. C'est complètement interdit. Complètement interdit. Complètement interdit. Mais on parle de peut-être 2 de la superficie du territoire, qui n'est pas tellement grand, mais ces endroits-là sont vraiment les endroits clés, vraiment importants. Alors que d'autres secteurs, d'autres endroits, on l'a mis, ce qu'on dit, une zone de niveau 2, de protection spécifique, où on peut y naviguer en respectant la réglementation, mais il n'y a aucune récolte qui va se faire dans ce secteur-là. Le parc marin, c'est pas une cloche de verre. Là. Il y a quand même du prélèvement de la ressource et tout ça. Alors, comment vous gérez ça? Le parc marin, comme je vous disais, est là pour rehausser le degré de protection. Et là, il faut tout voir la philosophie, la politique des aires marines qui, comparativement aux parcs nationaux, permet une certaine récolte des organismes à l'intérieur. Mais cette récolte-là doit se faire d'une façon qu'on dit soutenable du point de vue écologique. Donc, c'est prendre une portion de la ressource
une fois que l'écosystème lui-même a réussi à prendre ce qu'il a besoin. Qu'est-ce qu'on prélève dans le parc marin, par exemple? Bien, il y a quelques pêches commerciales qui se pratiquent. On voit un petit peu de pêche au flétan le printemps, un petit peu de pêche au crabe, pêche à l'oursin qui se fait. Aussi de la pêche récréative qui se fait plus durant l'hiver. Et on l'appelle la pêche blanche parce que, justement, elle est sur la surface blanche qui se pratique à l'intérieur du fjord. Est-ce qu'on peut prétendre être un modèle, donc, à l'échelle internationale? Je pense que, présentement, on pourrait dire que oui, on est un modèle. Puis notre modèle est en progression continue. C'est un modèle d'amélioration et on va être encore meilleur dans 10 ans. Mais de dire que le parc marin, est-ce qu'il est un modèle, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Je vous dirais oui. Sur les grands galets des rives du Saguenay, rencontre avec une femme de vision, la chercheure Lynn Morissette. Les baleines se rendent ici une fois par année. C'est typique. À chaque année, c'est le garde-manger, tout le Saint-Laurent. On a différents endroits. Et puis, c'est vraiment leur lieu de prédilection pour se nourrir. Donc, c'est important ici. Ça veut dire qu'on a un écosystème qui est extrêmement riche puis qui fournit la nourriture pour la survie de cette espèce-là le reste du temps. Donc, l'importance du Saint-Laurent est non seulement ici, quand on voit nos baleines, mais le Saint-Laurent prend une importance mondiale, si vous voulez, ou globale de l'Atlantique Nord, parce que si les baleines ont des écosystèmes sains dans lesquels ils peuvent se nourrir, bien après, quand elles retournent dans les Caraïbes, pour se reproduire, bien, c'est des baleines en santé qu'on leur renvoie là-bas. On regarde l'interaction entre les mammifères marins puis les pêcheries parce que c'est sûr que c'est des gros animaux, on les voit, sont énormes, et puis les gens se disent, bien, être gros comme ça, ils doivent manger énormément. Et revient coming back, la voilà, here it is! Le souffle, là, c'est 6 mètres de hauteur. The spout is 6 meters high. Nous, on a démontré par des recherches récentes que les baleines ne sont pas une menace aux pêcheries dans la majorité des écosystèmes du monde. C'est vrai, même ici où les baleines s'alimentent, on ne cible pas les mêmes espèces. Et puis, les baleines sont beaucoup plus un indice de santé de l'écosystème qu'une menace pour les pêcheries ou pour les humains en général. Est-ce qu'on peut déduire qu'il y a des impacts des changements climatiques sur la chaîne alimentaire et donc sur les populations de baleines? On est en train d'étudier ça parce que oui, il va y avoir des impacts. Les patrons de distribution des proies pour les baleines, donc certaines espèces de poissons que les baleines vont manger, sont en train de changer à cause des changements climatiques. L'étendue de distribution des espèces est en train de changer. C'est vrai pour les poissons, c'est vrai aussi pour les baleines. Donc, on étudie ça de très près, mais là, présentement, on ne peut pas cibler un impact direct des changements climatiques en termes de distribution. Mais on sait que toutes les superpositions ou les endroits où les poissons versus les baleines vont changer au fil du temps. Puis c'est pour ça que, justement, on essaie de s'intéresser à comment se passent les migrations, où sont les individus dans une année pour essayer de suivre l'état de santé des populations en général. Alors, comment voyez-vous l'avenir, je dirais, de l'industrie d'observation de la baleine? Ça va très bien. Au niveau de l'industrie d'observation, les gens sont sensibilisés à l'importance d'avoir des écosystèmes en santé parce que eux, leur revenu dépend de ça. Donc, puis nous, bien, en tant qu'écologistes où on veut faire de la conservation, on a ultimement le même objectif. Donc, on travaille ensemble, ça va très bien. Puis je vous dirais que nos efforts de conservation ici ont un impact non seulement sur le Saint-Laurent puis l'industrie qui dépend des baleines, mais aussi sur une panoplie d'autres pays à l'échelle internationale qui dépendent eux aussi des baleines pour l'écotourisme, etc. Et moi, je vois l'avenir de façon très, très objective. Là, je pense que ça va de mieux en mieux. On voit bien l'importance d'encadrer ce genre d'activité, non seulement chez nous, mais partout. Sur la route de migration de ces grands mammifères,
plusieurs pays contribuent significativement à établir une espèce de corridor de protection du Saint-Laurent jusque dans les Caraïbes, en passant par les sanctuaires marins de Stellwagen Bank, sur la côte nord-est des États-Unis, et de celui de la côte nord de la République dominicaine. Important la concertation et le partage d'informations. L'équipe se prépare à embarquer sur le bateau de recherche de pêche et Océan Canada, amarré à la marina de Tadoussac, pour participer à une activité de recherche sur le suivi des proies dans le secteur. Krill veut dire nourriture de baleine en norvégien. Ce petit crustacé ressemble à une crevette aux couleurs translucides. Il est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Les baleines bleues en avalent entre 2 et 4 tonnes par jour. La durée de vie du krill est d'environ 2 ans. On le retrouve souvent en grands bancs, comme celui au large des Escoumins, qui mesure entre 1 à 7 km de largeur, 25 mètres d'épaisseur et 100 km de longueur. Il a été découvert en 1982 par des scientifiques du GREM, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Jusqu'en 2003, le krill constituait 70% de la biomasse du zooplancton de l'estuaire et du Golfe. Aujourd'hui, il ne représente plus que 40% de cette biomasse. Pourquoi et quel impact pourrait avoir cette diminution sur les écosystèmes de l'estuaire et du Golfe? Depuis 2009, l'Alliance fait des sorties d'observation en mer. Mission: à l'aide d'un échosondeur, on mesure l'abondance, la densité et la taille des organismes vivant sous l'eau. L'échantillonnage se fait dans la baie Sainte-Marguerite, à l'embouchure du Saguenay et à la tête du chenal laurentien. Enquête sur les stocks de krill et de poissons dans l'estuaire et dans le golfe du Saint-Laurent. Rencontre avec une chercheure passionnée, Nadia Ménard, qui coordonne un ambitieux programme de recherche sur le suivi des proies. Le projet de recherche qu'on a mis en place à partir de 2009 consiste à faire des inventaires visuels. Donc, les prédateurs, on s'intéresse aux oiseaux, aux phoques et aux baleines. Donc, vraiment, les prédateurs en surface. En même temps, on fait des relevés hydroacoustiques. Le but, il y a plusieurs objectifs. C'est, premièrement, de savoir quel type de nourriture sont recherchées par les différentes espèces. Cette année, on a beaucoup de krill. On a aussi plusieurs rorquals bleus. Par contre, on a vu beaucoup moins de rorquals communs, alors que les rorquals communs étaient beaucoup plus présents l'année dernière, alors qu'il y avait plus de bancs de poissons. Donc, ça nous permet de mieux comprendre. Il y a des espèces qui ont des préférences alimentaires, puis ça va changer la composition des espèces qu'on peut observer. Quand on sort donc sur l'Alliance, qui est votre bateau de recherche, qu'est-ce qu'on fait exactement? En premier lieu, l'échantillonnage avec le système hydroacoustique. Un système hydroacoustique, en fait, ce sont des sonars scientifiques. D'habitude, les bateaux ont tous ce qu'on appelle un profondimètre pour voir elle est à quelle profondeur le fond marin, pour éviter un échouage, par exemple. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est davantage ce qui est dans la colonne d'eau, donc entre le fond et la surface. Donc, cet équipement-là nous permet, on a 3 fréquences différentes, nous permet de détecter, en fait, de recevoir des échos qui proviennent des euphausides, du krill, et des poissons. Et puis, grâce aux 3 fréquences que nous avons, on est capable de faire une classification. Est-ce que c'est du krill? Est-ce que c'est un poisson avec une vessie natatoire ou est-ce que c'est un poisson sans vessie natatoire? Donc, on est capable de faire des classifications, mais ça se fait lors de l'analyse. L'autre type d'échantillonnage que nous faisons, c'est le recensement des prédateurs, c'est-à-dire les oiseaux, les phoques et les baleines. Donc, tout est enregistré en synchronie, tout est géoréférencé
Donc, au moment où, par exemple, à 100 mètres du bateau, j'observe un rorqual commun, mettons, à 11 heures, donc, tout est enregistré en synchronie. Je veux savoir, bien, en dessous du bateau, j'avais quel type de proie à cet endroit-là. Ça nous permet de répondre à plusieurs questions qu'on avait juste des hypothèses avant. Et puis, on avait de la difficulté à expliquer les changements qu'on pouvait observer. Et puis, maintenant, on est capable d'aller vraiment au-delà de la surface puis d'aller répondre à ces hypothèses. Chercheur à l'Institut Maurice-Lamontagne, Ian McQueen travaille sur les liens entre les stocks de krill et les baleines bleues. Le krill est une espèce assez étendue dans l'océan Atlantique, et particulièrement dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Ici, on a deux espèces, une grande espèce de taille d'un pouce et demi, qui s'appelle le krill nordique, et une autre espèce plus petite, qui est le krill arctique. Le krill qu'on se trouve ici à Tadoussac vient de l'extérieur, vient du Golfe, et est ramené ici par les courants. Ici, à Tadoussac, c'est un genre de cul-de-sac où le krill est transporté, accumule ici pour un certain temps avant d'être balayé par les courants vers le Golfe. En attendant, des baleines en profitent pendant que ça s'accumule pour se nourrir. On constate des patrons qui se répètent d'une année à l'autre. Le rorqual bleu, par exemple, passe plus du printemps en Gaspésie et dans l'est du Golfe. Et il rentre ici dans l'estuaire plus en été, probablement en suivant le cycle de reproduction des différentes espèces de krill. Et puis, on parle depuis tantôt, évidemment, du krill, la relation krill-baleine, mais est-ce qu'il y a d'autres prédateurs du krill? Il y a beaucoup d'organismes qui mangent du krill, des poissons, les oiseaux, des phoques, mais surtout des baleines à fanon. Les baleines à fanon, comme le baleine à bosse, le rorqual bleu, avalent une grande quantité d'eau avec du krill dedans, puis expulsent l'eau pour filtrer les organismes. Et comme ça, ils sont assez efficaces quand ils tombent dans un tas de krill à leur goût. Et donc, si les baleines aiment ça, pourquoi nous, humains, on n'en profiterait pas également? Il y a des pêches pour le krill en Antarctique, surtout, où le krill est plus grand que chez nous. Des Russes, des Japonais mangent du krill en canne. J'en ai mangé la semaine passée pendant ma mission, juste pour y goûter. C'est pas pire. C'est juste pas pire. C'est juste pas pire. Ça en prend beaucoup. C'est très salé. Très salé, oui. Ouais. Donc, en évaluant l'abondance et puis les patrons de distribution, donc d'une année à l'autre, qu'est-ce que vos recherches nous démontrent? Une certaine stabilité ou des grandes fluctuations en fonction de facteurs environnementaux? Oui, il y a des grandes fluctuations. Ça, on constate très clairement. Ça fait juste 4 ans qu'on suit le krill systématiquement avec l'acoustique ici dans le nord-ouest du Golfe. On a trouvé des bonnes années et des moins bonnes années. Des fois, c'est le krill arctique qui est plus abondant et des fois, c'est le krill nordique qui est plus abondant. Est-ce qu'on peut détecter des impacts des changements climatiques significatifs, donc sur non seulement le plan d'eau, mais sur toute cette chaîne alimentaire, incluant le krill? Bien, on sait que les courants sont affectés par le climat. C'est les grands événements, des tempêtes, un été chaud,
moins chauds qui affectent les courants de surface, le mélange des masses d'eau. Donc, on s'attend que les changements climatiques qu'on vit aujourd'hui vont affecter les courants, mais on ne sait pas encore comment ça va affecter l'approvisionnement de krill dans les différents endroits que les baleines utilisent. On utilise des modèles mathématiques, numériques, pour faire les scénarios sur les changements climatiques. Et ça nous aide à guider des tendances à l'avenir. Est-ce qu'on devrait mettre en place des mesures importantes pour assurer donc, que les populations de krill soient en bon état? Il y a deux facteurs qui influencent la quantité de krill disponible pour l'alimentation des baleines, c'est la productivité et le transport. On travaille surtout sur le transport pour l'instant pour bien comprendre les effets des courants et peut-être des éventuels changements climatiques sur ces courants-là. Mais il reste tout l'aspect de la productivité à étudier. Êtes-vous inquiet, donc, de l'avenir de nos écosystèmes marins du Saint-Laurent? Je suis pas inquiet aujourd'hui parce qu'on a encore du temps à agir si on trouve les correctifs pour conserver les écosystèmes. Ça nous prend de la recherche toujours. Le ministère de la Pêche océan a un rôle important à jouer dans cette recherche-là et on a fait des avancements significatifs et importants depuis 4-5 ans. Et je souhaite continuer ainsi. On commence à comprendre les liens entre les proies et les prédateurs, notamment nos baleines. Cette abondance de nourriture est due à une configuration physique du chenal laurentien qui fournit ce magnifique panier d'épicerie. Vraiment important la poursuite des recherches par la communauté scientifique, notamment celle menée par Pêche et Océan Canada. Petite anecdote de tournage. L'équipe fait une sortie pour tenter de filmer des baleines à partir du Sarava et des plans aériens en accrochant une petite caméra à un cerf-volant. Mais les vents se sont levés. Meilleure chance la prochaine fois. Patrice Corbeil, directeur du GREM, Catherine Dubé, guide naturaliste chez Dufour, et Nadia Ménard, scientifique des écosystèmes à Parc Canada. Tout d'abord, bienvenue sur le Sarava. Ça fait plaisir. Et dans cette magnifique région de Tadoussac, dans la baie de Tadoussac. Alors, on a discuté de l'industrie d'observation des baleines, une des 10 plus importantes dans le monde. Alors, comment ça se passe? Je crois que Tadoussac, ici, dans la région, c'est un modèle. Les gens se sont assis autour de la même table, ont mis en place une réglementation, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'industrie, que ce soit les groupes de recherche comme le GREM. Et ensemble, on a mis en place des façons de faire. La science est importante là-dedans parce qu'on a des bonnes populations de baleines. Il faut connaître tout le cycle alimentaire. Comment ça se passe? Il y a plusieurs questions scientifiques qui sont non résolues encore. Donc, il y a quand même une grande tradition de recherche, tant sur les mammifères marins que sur l'océanographie physique. Il faut quand même dire que dans les années 70, même l'océanographie était à ses débuts. Donc, c'est quand même important qu'on considère que déjà, dans ces années-là, le milieu intéressait les chercheurs. Et puis, ça se poursuit. Moi, ce que je trouve qui est intéressant dans la région du parc, c'est non seulement la richesse des écosystèmes, la diversité des mammifères marins, mais aussi la diversité des groupes qui s'y intéressent. Donc, des groupes comme le GREM, Explo Nature, le ROM.
ça crée une dynamique en soi. Donc, c'est un peu l'écosystème humain, mais ça permet d'acquérir beaucoup de connaissances. Puis, chaque intervenant, que ce soit les ministères aussi, ça crée des opportunités de collaboration. Ça, c'est un élément qui est très important. Et puis, ça nous permet tous ensemble d'avancer dans la même direction parce que je pense qu'ultimement, c'est un peu ça l'esprit d'Alliance. On est tous dans le même bateau. On trouve tous que c'est quelque chose, un trésor à conserver. C'est intéressant. En plus, la science alimente aussi les différents programmes d'éducation. Je pense au rôle de guide naturaliste sur un bateau comme celui sur lequel vous êtes, Catherine. Oui, en fait, les gens viennent ici pour apprendre, pour voir, mais avant tout pour apprendre. C'est notre rôle sur les bateaux de leur faire vivre une belle expérience, mais qu'ils repartent avec un bon bagage également. C'est un beau milieu, en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est bien parce que ce qui nous unit, c'est pas juste un gagne-pain, c'est notre passion pour les baleines, pour le milieu. C'est beau, puis on arrive à bien le faire vivre aux gens. Donc oui, je pense que les gens repartent conquis d'ici. Et puis, il y a une belle synergie, je pense au GREM, par exemple, qui est le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Donc, il y a des programmes d'éducation qui sont particulièrement bien développés depuis longtemps. Absolument, c'est complémentaire. Avec les bateaux, on peut toucher des centaines de milliers de personnes. Avec le web, Baleine en direct, on touche encore des millions de personnes pour sensibiliser aux baleines. Quand les gens viennent vivre l'expérience ici, on veut, entre autres, qu'ils reviennent aussi, revivent encore une expérience parce que quand on le fait 2 fois, 3 fois, on acquiert une certaine sensibilité qui permet de vouloir protéger l'environnement par la suite où vivent les baleines. Quels sont les enjeux importants, là, les éléments, les points sur lesquels on doit travailler dans les prochaines années? Alors ça, c'est un enjeu extrêmement important. Extrêmement important, toute la dynamique de la population des proies. Nadia, avec vos programmes de recherche, c'est hyper important de suivre toute cette dynamique-là et de communiquer les résultats. Par rapport à l'avenir, il y a une devise qui dit « L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». Et puis, dans le parc marin, avec plusieurs collaborateurs, il y a notamment des programmes de suivi, que ce soit sur les activités d'observation en mer, les recensements que le GREM fait sur l'abondance des mammifères marins, le projet des proies, les programmes de récupération des carcasses de beluga. Ce sont tous des programmes de suivi qui nous permettent de détecter s'il y a des changements, puis de pouvoir mieux, justement, préparer l'avenir pour assurer la protection de ce qui nous entoure. Catherine, peut-être le mot de la fin. Les deux compères sont très bien résumés les choses. Le partage de l'info, en fait, il faut que ça continue. Il faut qu'on continue d'aller dans le bon sens. Nadia, Catherine et Patrice, d'abord, merci beaucoup encore une fois de nous avoir reçus dans votre magnifique région de Tadoussac. Là-dessus, je vous invite à prendre un verre de l'amitié et merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Merci. Merci. Santé. 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 Et longue avenir aux baleines. Oui, et au Saint-Laurent. Nous quittons Tadoussac pour remonter vers Québec avec la marée montante. Sarava va rejoindre son port d'attache au Vieux-Port de Québec avant de repartir pour une autre mission. Le Saint-Laurent regorge de ressources, à la fois marines et humaines. Ce qui m'a frappé tout au long de nos navigations et de nos rencontres, c'est la quantité de gens qui œuvrent à la conservation de nos ressources et leur dynamisme à trouver des solutions pour un développement durable du milieu. Recherche, développement social et économique, éducation, entrepreneurship, tout y est. Nous n'avons pas tout réglé, mais le Saint-Laurent est une passion pour tous. Les baleines sont là, venues nous dire au revoir. Ici Yves Jean, qui vous remercie d'avoir été des nôtres tout au long de nos rencontres sur le Saint-Laurent. À la prochaine.